Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Pierre-Emmanuel de Saint-Esprit, directeur de l'économie circulaire de Manutan, éco-conception, location, maintenance, réparation, collecte de produits usagés. On verra comment ces services améliorent le bilan carbone du groupe et des clients, évidemment. Dans notre débat, on va parler dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable. On va comparer les expériences de deux labels reconnus, Fairtrade, Max Havelaar et aussi Label Emmaüs, place de marché solidaire, qui veut concurrencer les géants du e-commerce. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir Poiscaille, le circuit court et 100% français de produits de la mer. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour Pierre-Emmanuel de Saint-Esprit, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Vous êtes donc le directeur de l'économie circulaire du groupe Manutan, leader européen du e-commerce B2B, spécialiste de la distribution d'équipements pour les entreprises et les collectivités. Tiens, quelle est la place de l'économie circulaire, c'est votre domaine, dans le modèle du groupe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça a pris une place absolument effectivement stratégique. Donc quand on parle d'économie circulaire, globalement on parle de réduction sur effectivement l'empreinte de la ressource naturelle dans notre activité. Et nous, il faut savoir qu'on vend des produits. Donc forcément, c'est des produits qui ont été conçus, qui sont ensuite distribués. Et donc c'est absolument essentiel, si on veut vraiment réduire notre empreinte carbone, de commencer à avoir des produits plus responsables, plus éco-conçus et de promouvoir des services qui permettent de passer plutôt à l'économie de l'usage plutôt qu'à l'économie du produit neuf. Si on prend un petit peu le bilan carbone du groupe, il faut savoir que le scope 3, vous savez, scope 1, scope 2, scope 3, effectivement. Le scope 3, ça intègre les clients, les partenaires, les fournisseurs, les sous-traitants. Exactement. Les fournisseurs, on achète des produits, on les vend, donc c'est 90% de l'empreinte carbone du groupe. Donc ça a désormais une place absolument stratégique, on y reviendra, après avec deux axes, l'axe produit et l'axe service. Mais globalement, si on ne fait pas d'économie circulaire dans une entreprise comme Manutan, on ne peut pas réellement faire sa transition écologique. Mais c'est passionnant parce que c'est comme je pense à Decathlon, tiens. Il y a des entreprises qui vendent des produits depuis leur création. Manutan, c'est 66, c'est ça? Manutan, c'est 1966. Donc c'est presque le modèle économique de l'entreprise qu'il faut repenser, revoir. Alors, il faut totalement le repenser. C'est important d'embarquer tout le monde, d'embarquer tous les métiers et aussi de savoir raconter une histoire. Il se trouve que Manutan, depuis pas mal d'années maintenant, lutte contre ce qu'on appelle les achats sauvages. En fait, la réalité, c'est que parfois, lorsque vous êtes dans l'entreprise, vous achetez beaucoup de choses par lot de 1, 2, 3 produits. Et donc, il y a beaucoup de gaspillage. Il n'y a pas vraiment, effectivement, d'efficacité dans les achats. Et donc, depuis pas mal d'années, on aide nos clients à réconcilier, en fait, économie et écologie en regroupant les achats et en faisant en sorte que ça soit quelque part plus intelligent à ce niveau-là. Donc, on avait déjà en termes logistiques, ça permet d'améliorer le bilan logistique. Évidemment, ne pas avoir en permanence, effectivement, 50 envois. Donc, on faisait un petit peu déjà de la sobriété sans l'appeler comme ça. Et c'est la beauté de l'économie circulaire, c'est qu'on réconcilie économie avec des réductions de coûts et écologie. Et maintenant, c'est effectivement la suite logique. Comment, en aidant nos clients à réduire leurs achats sauvages et donc à réduire leurs coûts, on réduit aussi leurs émissions de CO2. On continue à aider à réduire quelque part, c'est juste la suite logique. Alors, il y a plein de leviers dont on va parler ensemble. Tout à fait. Par exemple, l'éco-conception. Quand on a, je crois que c'est 700 000 références, en catalogue, bon, évidemment, tout ne peut pas être éco-conçu. Donc, c'est quoi? C'est un travail lancé d'interaction, d'itération avec vos fournisseurs? Exactement. Pour les inciter à éco-concevoir? C'est un travail au long cours, c'est un travail collectif. Juste pour donner quelques chiffres, on a aujourd'hui, donc sur la division entreprise, c'est-à-dire toutes les filiales qui vendent aux entreprises, 30 000 produits qui sont soit éco-conçus à partir de matières recyclées, soit reconditionnés, soit de seconde main. C'est à peu près 14% du chiffre d'affaires, ce qui est conséquent. Et pour la division collectivité publique, on est sur 50 000 références et plutôt autour de 20% du chiffre d'affaires. Mais évidemment, on n'y arrive pas tout seul. Encore une fois, on ne conçoit pas beaucoup de nos produits nous-mêmes. Et donc, c'est un travail collectif avec les fournisseurs. On ne va pas juste leur dire merci, au revoir, débrouillez-vous. Comment ça, vous n'êtes pas capable de nous fournir des produits responsables? Donc, on travaille collectivement main dans la main. La principale difficulté, c'est la donnée. Savoir vraiment aider les fournisseurs à faire en sorte qu'ils aient la donnée pour savoir réellement si leur produit, effectivement, est conçu à partir de matières recyclées, où est-ce que les matières ont été extraites, comment on travaille avec eux. Et on travaille avec eux sur les notions de score. Donc, on est en train de travailler sur un score d'environnement une sorte de Nutri-Score sur l'éco-conception ou le bilan environnemental d'un produit. Exactement. Donc, on a un pilote là-dessus. Et l'idée, c'est évidemment de pouvoir le proposer à nos clients pour qu'ils fassent le choix le plus durable, mais surtout travailler main dans la main avec leurs fournisseurs dans une attitude collective et de co-construction pour les
les aider évidemment à s'améliorer. Et on fait en sorte d'avoir le maximum de fournisseurs de plus en plus éco-responsables. Quelle est la part de... On cherche souvent les leviers les plus efficaces, les impératifs réglementaires. Vous les voyez à l'œuvre quand une loi entre en vigueur, qu'est-ce qui se met en marche? On les voit à l'œuvre, mais il faut beaucoup de pédagogie et accepter aussi le temps de la mise en place. Si on prend très concrètement les collectivités publiques, il y a cette fameuse loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été portée par la ministre Brune Poirson, votée en 2019. Vous avez un article, l'article 58, qui dit que 25% de pas mal de produits qui sont achetés par les collectivités publiques, comme les tables, les chaises ou autres, doivent être en cible des produits circulaires, c'est-à-dire des produits reconditionnés, seconde main, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que l'offre n'existe pas en quantité suffisante sur le marché. Donc, il y a cette loi, il faut faire de la pédagogie, et ce qu'on appelle un plan national des achats durables, qui est porté par l'administration, pour être sûr que cet article rentre effectivement bientôt en application. Donc, il faut former, il faut créer l'offre, il faut accompagner. Pour la division collectivité publique, pour les entreprises, c'est surtout, le levier, c'est surtout que toutes les entreprises maintenant de certaine taille ont fait un bilan carbone, et les services permettent très concrètement la réduction des émissions de CO2. Aujourd'hui, on a un service de collecte des produits électroniques usagés. 80% d'empreintes numériques des entreprises, c'est les terminaux utilisés. Donc, s'ils passent par ce service, ils réduisent très concrètement les émissions de CO2 du groupe dans sa totalité. Oui, on l'a dit, le modèle de Manutan, il repose sur l'achat, finalement, sur la possession. Tout à fait. Est-ce que vous allez jusqu'à basculer ce modèle vers l'abonnement, l'usage? Puisque quand on parle d'économie circulaire, c'est aussi ça le levier important. Alors, on veut être humble et y aller pas à pas, mais c'est la cible, c'est la vision. Aujourd'hui, effectivement, comme on est très proche de nos clients, on a un modèle dit hybride, on fait du digital, mais vous pouvez nous avoir au téléphone et voir des commerciaux, des personnes de terrain. On est au plus proche des besoins d'usage de nos clients. Il y a souvent cette image de la perceuse qui est utilisée 13 minutes dans toute sa vie. Est-ce que le plus intelligent, c'est de vendre une perceuse neuve ou plutôt de louer, effectivement, purement pour l'usage? C'est bien d'utiliser cette image parce qu'on a les travaux d'à côté qui sont plutôt calmes pendant votre interview. Donc la perceuse, c'est vraiment la bonne image du jour. Allez-y. Je l'ai fait exprès pour lier avec le contexte. C'est parfait. Et donc, si on veut répondre vraiment aux besoins d'usage de nos clients, écouter leurs besoins, on doit aller vers, effectivement, de la location, de l'abonnement, de la maintenance, ce qui a, effectivement, une empreinte sur les ressources naturelles bien inférieure. Donc, c'est le sens de l'histoire. Ce qui n'est pas si simple, parce qu'il faut changer les habitudes des clients sans les perdre. Exactement. La première barrière, c'est effectivement savoir déjà changer le modèle économique. On peut dire que de la location, si on a les produits, c'est pareil, en fait, ça n'a rien à voir. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de la bonne idée, il faut faire des enquêtes clients, il faut les accompagner, il faut voir quelle est la bonne personne dans l'entreprise qui va acheter un service plutôt qu'un produit. C'est un ensemble de choses derrière opérationnellement à déployer. C'est ça pour lequel on se bat aujourd'hui, mais c'est ça qui effectivement prend du temps et qui n'est pas simple. Quand on parle de réemploi, donc il y a les notions de réparation, de reconditionnement, même de revente d'occasion, ça c'est des services que vous proposez déjà, que vous allez proposer? Alors on fait deux choses très concrètement dans les services aujourd'hui. On collecte, je le disais tout à l'heure, les produits électroniques usagés des entreprises et des collectivités publiques, qu'on va ensuite inventorier dans un centre d'insertion professionnelle. Donc il y a tout un aspect impact social, notamment avec le groupe ARES. Et on va donner la meilleure nouvelle vie, c'est-à-dire que tout ce qui peut être vendu sur le marché de la seconde main va être réemployé. Et par contre, on va faire des dons à des associations et recycler dans le respect de l'environnement tout le reste. On fait aussi, via une filiale néerlandaise qui s'appelle Krausinga sur le marché Benelux, de la location de tout ce qui est utilisé dans les entrepôts et de la revente de produits de seconde main. Donc ça peut être par exemple des transpalettes, pour donner un exemple précis. Et enfin, notre service de collecte de produits usagés, on l'étend maintenant à tout ce qui va être utilisé dans des bureaux, et notamment tout ce qui est mobilier. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment au maximum créer quelque chose autour de la logistique inversée et la seconde vie pour tous les produits dont un client n'a plus l'usage et faire en sorte que ça n'aille pas directement à la poubelle. Vous parliez de la récupération des produits électroniques. C'est pour ça que vous avez racheté ZAC. C'est une start-up qui est spécialisée dans la lutte contre le gaspillage. Alors, c'est une start-up que j'ai créée en 2016. Ah bah voilà, vous êtes bien passé pour en parler alors. Voilà, on l'a créée en 2016 avec mon associé Timothée Mével. C'était vraiment notre combat et ça l'est toujours, la lutte contre le gaspillage des produits électroniques. Il faut savoir que c'est à peu près 54 millions de tonnes de déchets électroniques usagés produits dans le monde chaque année. Et c'est 4% de l'empreinte environnementale globale des émissions de CO2 qui sont liées à l'empreinte numérique. Et on a été racheté effectivement donc l'année dernière, un an tout pile, pour aider le groupe à prendre le virage des services de l'économie circulaire. Et c'est aujourd'hui effectivement notre mission à l'intérieur du groupe pour la totalité des marchés, c'est-à-dire 17 pays en Europe. Avec une notion qui est intéressante, qu'on peut réexpliquer, on l'a déjà fait dans cette émission, mais une notion de mine urbaine. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est face à des minerais potentiellement en voie d'extinction, qui sont des métaux rares ou des minerais rares. Là, on a vraiment une richesse dans nos tiroirs, dans nos placards. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant avec l'économie circulaire, c'est que c'est une méthodologie
écologique qui permet de réconcilier quelque part la nécessité économique de faire prospérer une entreprise et l'aspect écologique. Lorsqu'on parle par exemple du fait qu'il faut électrifier un parc de véhicules avec des batteries, mais qu'au total 1% du lithium à l'échelle du monde est recyclé et qu'on importe 89% de Chine et d'Afrique le lithium neuf, si on ne fait pas effectivement de ces mines urbaines une opportunité et qu'on ne voit pas tout ce que le marché de consommateurs que nous sommes a accumulé en termes de métaux rares, tout ceci est un petit peu absurde et malheureusement est purement quelque part démo et compliqué à mettre en place. Donc oui, il faut aller chercher ces minerais précieux dans nos tiroirs pour les réinjecter dans l'industrie. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel de Saint-Esprit. À bientôt sur Mismart. Si vous pouvez repartir avec votre perceuse, ça nous arrangerait. Allez, on passe à notre débat de labels complémentaires au programme. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Je vous présente tout de suite mes invités. Maud Sarda, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice, directrice de Label Emmaüs, et Blaise Desbordes, bonjour, bienvenue. Le directeur général de Max Havelaar France. Je vous ai déjà reçu plusieurs fois dans cette émission. On va quand même rapidement rappeler Label Emmaüs pour commencer. Ce que c'est, créé en 2016, c'est quoi? Une sorte de vitrine numérique de l'association, mais de l'économie sociale et solidaire en général, on peut dire ça? Oui, de l'économie sociale et solidaire plus largement maintenant, puisqu'il y a 200 structures de l'économie sociale et solidaire qui vendent sur ce site. Oui. Et donc, ce n'est pas qu'une vitrine, puisque c'est vraiment un site e-commerce où on va avoir 2 300 000 produits uniques. Ce sont que des produits qui sont issus des dons des particuliers, un petit peu des entreprises également. Ouais. Et tous ces produits ils ont été mis en ligne par des personnes en insertion. Les compagnes, les compagnons qu'on connaît bien chez Emmaüs quand on va chiner, quand on va donner, mais aussi des personnes en insertion dans des associations de la Croix-Rouge, par exemple, dans des ressourceries. Voilà. Donc il y a tout un tas de structures aujourd'hui qui sont partenaires du projet. Ouais, et avec une ambition d'aller titiller les géants du e-commerce avec ce modèle d'e-commerce solidaire. Vous venez d'ailleurs de lever 1 500 000 € auprès d'investisseurs à impact. C'est quoi l'objectif ? Oui, c'est de tenir tête comme on peut à ces géants, parce que Vinted, il faut se rendre compte de la taille désormais, c'est 22 millions d'abonnés en France uniquement, hein, c'est gigantesque. Sur des sites comme Amazon, pour ne pas citer le plus gros, il y a quand même 7 millions de personnes par jour. Vous vous rendez compte, voilà. Donc nous, à côté, on est vraiment tout petit. On n'arrivera évidemment jamais à cette taille-là, et c'est pas du tout ça l'objectif. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'être une alternative, d'inspirer cet univers du e-commerce, parfois sans foi ni loi, et de prouver qu'on peut faire autrement à l'extrême opposé de ces géants. Et donc, c'est 2 millions, je l'espère bientôt, puisqu'on est aussi en campagne de souscription sur l'ITA. D'accord. Pour arrondir les 1,5 million à 2. Le message est passé, hein, si vous voulez participer. Et c'est pour continuer à se développer, du développement informatique évidemment, des équipements logistiques aussi pour nos entrepôts. Ouais, Blaise Desbordes, on va rappeler les grands principes du label Fairtrade Max Havelaar. On pense souvent à la rémunération des producteurs. C'est la base, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Tout à fait, c'est ça. C'est donc un label indépendant qui travaille avec à peu près 2000-2500 entreprises dans le monde. Et donc en totale indépendance, nous proposons un cahier des charges avec un prix garanti pour le producteur, avec une prime de développement collectif pour que la coopérative puisse investir dans son avenir, avec des règles environnementales pour protéger la planète, antidéforestation, etc., protection de l'eau, et puis avec des règles démocratiques aussi. Un producteur seul, un paysan seul, c'est souvent quelqu'un qui ne peut pas se défendre dans la négociation, donc on oblige, nous, à ce qu'il soit adhérent d'un groupement, d'une coopérative pour se défendre collectivement. Et une fois que c'est respecté, vous avez le label bleu et noir qui apparaît sur le produit. Oui, c'est ça que vous portez sur votre veste. On va parler des effets de l'inflation. Vous avez évalué ça sur l'impact sur le commerce équitable, mais je voudrais qu'on discute ensemble un peu des labels. Je reste avec vous, Blaise Desbordes, parce que les consommateurs et le consommateur, on s'y perd parfois un peu dans le maquis des labels. Qu'est-ce que vous garantissez avec un label comme le vôtre, et comment vous vous différenciez dans ce maquis? Comment vous le percevez? Effectivement, il y a une véritable jungle, et nous sommes dans un pays où malheureusement le gouvernement ne régule pas tellement ce qu'on appelle les allégations. Donc n'importe qui peut s'auto-labelliser ou faire des proclamations éthiques qui sont souvent un petit peu folkloriques. Ce qu'un vrai label apporte de différenciant, c'est 2 ou 3 choses.
choses très importantes. La première, il ne doit pas appartenir à l'entreprise elle-même. Sinon, vous vous labellisez vous-même et vous dites « ma pratique est bonne, regardez » et je le proclame. Il faut que ça soit un tiers indépendant. Ça, c'est inscrit dans un certain nombre de règles internationales comme une norme ISO, etc. etc. La deuxième, c'est qu'il soit autofinancé. Il ne doit pas dépendre financièrement, sinon sa parole n'est pas fiable. Et puis, la troisième, je dirais, c'est que son cahier des charges soit rigoureux, soit ambitieux et qu'il ne soit pas à la baisse. Quand vous avez ces ingrédients, vous avez un label indépendant. Il y en a quelques-uns en France. Le label bio, par exemple, appartient au ministère de l'Agriculture, donc il n'est pas susceptible d'avoir un conflit d'intérêts. Et nous, c'est sous une forme associative, indépendante et démocratique, sociétale, je dirais, qu'on assure notre indépendance. Maud Sarda, est-ce qu'il faut un label économie ou commerce solidaire ? Oui, alors je pense qu'il manque vraiment quelque chose sur la partie sociale, notamment. Oui. Parce que, encore sur l'écologie, tout de même, petit à petit, les bilans carbone et voilà, et tout ce qui peut tourner autour de ces notations-là donne plein d'éléments sur l'activité des entreprises, quand elles veulent bien le faire, évidemment, puisque déjà, elles ne sont pas obligées de le faire en dessous de 500 salariés. Donc nous, on fait un bilan carbone, on est 60 salariés, ça fait déjà des années qu'on le fait chaque année, par exemple. C'est une question donc de volontarisme, tout simplement, et de transparence. En revanche, sur le social, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, quand on est une entreprise d'insertion, comme Label Emmaüs, on est contrôlé par l'État, évidemment, puisqu'on a des personnes qui sont agréées sur des postes avec des subventions. Donc, on a des comptes à rendre. On regarde vraiment le pourcentage de sorties positives vers l'emploi, etc., etc. Mais sinon, il n'y a rien d'autre qui existe. En fait, pour une entreprise lambda qui voudrait s'engager socialement, il n'y a pas du tout de label aujourd'hui, en tout cas reconnu nationalement. Complètement d'accord avec ce que dit Maud Sarda. Le social, c'est vraiment le défi de l'économie, je dirais, responsable demain, parce que la métrique, comme vous dites, n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc nous, on essaie de la créer à travers justement un prix minimum ou des règles sociales. Vous savez, il y a des pays où il n'y a pas d'inspection du travail, il y a des pays où il n'y a pas les minimums de règles sociales, de congés maternité, etc. Et c'est un peu ça que les labels sociaux ou solidaires essayent de développer. Mais il y a quand même, quand on parle d'économie sociale et solidaire, on est agréé ESUS, enfin, c'est une forme de label d'une certaine façon, ou vous n'iriez pas jusque-là ? Oui, tout de même, un agrément ESUS, ça contrôle plein de choses. Voilà, mais ça va contrôler en particulier les écarts de salaire, la redistribution des richesses, la transparence, la gouvernance. Voilà. Il n'y a pas vraiment des indicateurs d'impact sociaux et écologiques. Par exemple, l'écart de salaire, chez vous, c'est de 1 à 3, j'ai lu ça ? 1 à 3, oui, même de 1 à 2,8 pour être exact. Voilà, on est très très précis. Je voudrais, Blaise Desbordes, qu'on parle effectivement de l'impact de l'inflation sur la consommation de produits équitables. Vous l'avez évalué via une enquête d'opinion, c'est ça ? Oui, tout à fait. On était un peu inquiets, pour rien vous cacher. On se disait, que va-t-il se passer ? Il y a une inflation parfois à 2 chiffres. Donc on est allé voir Opinionway, on a pris un panel assez complet de la population française, et c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, il n'y a aucun décrochage. D'abord, la conviction est intacte. Qu'est-ce que ça veut dire ? La première question était, est-ce que vous pensez qu'un prix bien rémunérateur pour un producteur, ça reste important ? 80% des Français le maintiennent. Et on met dans la question, dans la crise. Et ils nous disent, oui, dans la crise, je pense que c'est très important, 28%, et important, donc on arrive à 80%. Deuxième question, vous consommez, il y a à peu près 1 Français sur 2 qui consomme équitable. Est-ce que vous avez ralenti vos achats ? Est-ce que vous les avez maintenus, etc. Et là aussi, plutôt une bonne nouvelle. Une petite moitié, 43%, dit, je ne change rien. Je continue à consommer pareil. Et puis une autre moitié dit j'ai temporairement baissé ma consommation et quand la crise sera passée, je reprendrai mes achats équitables. Donc notre sentiment, c'est que effectivement une conviction intacte et surtout il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières années où le fait d'avoir conscience que les producteurs ont besoin d'avoir un prix rémunérateur et qu'on ne peut pas s'asseoir dessus, on ne peut pas avoir d'un côté des sortes de surprofits et de l'autre une maltraitance paysanne. Les gens commencent à trouver ça insupportable et ça se maintient, même si conjoncturellement, on a un peu peur quand on fait son caddie, quoi. Oui, et j'imagine quand même une baisse, puisque quand vous dites il y a la moitié des gens qui nous disent c'est peut-être temporaire, mais pour l'instant on réduit un peu notre consommation de produits équitables. C'est sur tous les produits, ou alors il y a des produits que vous proposez qui sont un peu plus impactés que d'autres ? C'est contrasté. Ouais. Globalement, le commerce équitable ne baisse pas plus que ce que baisse un marché. Par exemple, dans la banane, ça se tasse un petit peu, mais au niveau européen, c'est -4, -5% en 2022, et le commerce équitable, c'est -4, -5% aussi. Donc on suit.
on ne décroche pas. Par ailleurs, on a des très belles locomotives qui, elles, vont croître dans la crise. Elles vont croître en volume, elles vont croître en prix. Par exemple, le chocolat, c'est une sorte de miracle. En 2022, on a plus 19% de croissance. La pâte à tartiner, elle double en 2022. Donc les gens ont trouvé des références de pâte à tartiner, produits du quotidien, produits plaisir, et ils veulent y mettre de l'éthique. Et ils disent, ça, c'est important pour moi. Et puis, on a la chance d'avoir aussi presque 400 entreprises engagées. Donc ça veut dire que vous avez un peu tous les produits, tous les prix, toutes les saveurs. Et donc les Français, même ceux qui faisaient un peu attention, ont trouvé dans certains distributeurs ou dans certains types de produits, ils ont trouvé quand même le label équitable. Et ça, c'est vraiment un gage de résilience. 1000 cafés différents, 2000 chocolats différents, ça permet à chacun de choisir, même dans la crise. Oui, Maud Sardas, toujours sur l'inflation, évidemment, elle renforce la précarité de nombreux ménages français, et je pèse mes mots. Est-ce que ça veut dire qu'ils se tournent de plus en plus vers Label Emmaüs? Est-ce que vous le ressentez, ça? Alors, il y a deux phénomènes. Ils vont se tourner de plus en plus vers la seconde main, aussi parce que c'était une tendance de fond bien avant l'inflation et que ça va grossir de plus en plus. On estime quand même qu'en 2030, le marché de la seconde main va dépasser celui du neuf. C'est ce qu'on nous prédit, en tout cas. Mais il y a aussi, malheureusement, le low cost, l'ultra fast fashion, qui se développe énormément dans cette période. Et voilà, on a bien certains exemples en tête, comme Shein, malheureusement, qui vient de boucler 2 milliards de levée de fonds. Je ne sais pas si vous avez suivi cette formidable nouvelle. J'ai vu ça. Voilà, donc nous, dans ce moment très particulier, c'est pas simple. On continue à grossir, on a quand même une croissance, elle est autour de 10% à peu près sur notre site, donc c'est plutôt bien, 10% par rapport à l'année dernière dans le contexte. En revanche, les marges se réduisent énormément, les personnes vont avoir tendance à se tourner vers les produits les plus bas du catalogue, donc le panier moyen baisse, et la concurrence est très très rude, puisque le marché du neuf essaie de s'en sortir comme il le peut, il est vraiment en crise pour le coup, et il brade énormément toute l'année finalement. Donc il faut tenir la route aussi, il faut être extrêmement résilient pour reprendre un des termes que tu as employé, Blaise. C'est une période où on va voir qui va s'en sortir. J'ai envie de croire que si on est sur des bases saines de redistribution de richesses, de gouvernance transparente, partagée avec les salariés, les parties prenantes aussi, puisque nous, les structures qui vendent sur notre site, les clients, s'ils le souhaitent, peuvent devenir sociétaires de notre coopérative. C'est une coopérative. Voilà, donc tous ensemble, on est dans le même bateau et on essaie de trouver la solution. On doit serrer les coudes, Thomas Hugues, je pense, faut rebondir là sur ce que tu dis. Les structures de l'économie solidaire, oui, elles mériteraient un label. Il faut que les Français sachent qu'elles sont différentes. C'est des structures qui partagent différemment la richesse, qui partagent le pouvoir autrement, qui prennent soin des producteurs. Et je trouve que tous les labels, toutes les organisations de l'ESS, on devrait un peu se serrer les coudes dans la période. Et on peut trouver, je le signale pour conclure, des livres aussi sur Label Emmaüs. Des centaines de milliers de livres. Et alors pour le coup, c'est un produit très accessible. Ils sont à 2 € pour la plupart. Voilà, donc c'est la culture à tout petit prix en quelques clics. Ça, c'est un message important. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas, du poisson frais en circuit court. Ça vous tente forcément. Smart Ideas avec Charles Guiriec, le fondateur de Poiscaille. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous avez la pêche. Bah ouais, on essaye. Vous l'avez écrit en décembre 2014. Oui. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi tout ça. L'idée, c'est l'inspiration du panier de légumes en disant faisons pareil avec le poisson. Oui. Chez Poiscaille, donc on achète en direct des pêcheurs pour vendre aux consommateurs du poisson frais, durable et éthique. Alors comme tous les gens qui vendent du poisson. Mais sauf qu'on a voulu étayer ces valeurs fortes par des critères précis. Quand je vous parle de durabilité, par exemple, je vous parlais uniquement de techniques douces, de navires qui font 12 mètres maximum. On ne vend que du poisson français, on ne vend pas de poisson d'élevage. La fraîcheur est garantie par un délai de 72 heures max entre la pêche à bord du bateau et la remise au consommateur. Et on paye les pêcheurs 20% de plus que le marché au minimum. Okay. Comment on tient un modèle économique avec autant de défis à relever? Par la détermination et par la passion. Moi, je suis un fan de pêche à la base, puis j'ai fait toute ma carrière là-dedans. Et puis par l'engouement des consommateurs qui arrivait assez vite en disant la qualité est largement au-dessus de ce qu'on a sur le marché habituellement. Et derrière, par l'engouement des pêcheurs qui nous disent en fait, grâce à vous, je peux me permettre de pêcher moins
Parce que, en fait, comme vous me garantissez des prix fixes toute l'année plus élevés que le marché, en fait, je peux prendre à un moment la décision de ne pas sortir en mer demain parce que la météo est un peu limite, etc. Et donc, c'est vraiment ça la motivation de Poiscaille, c'est de dire, grâce à une meilleure rémunération, les pêcheurs pourront vraiment pêcher moins, et ça commence à se voir. Alors ça, c'est un modèle d'abonnement ? C'est ça, on s'inscrit sur poiscaille.fr. Ouais. On peut choisir à la semaine, à la quinzaine ou au mois de recevoir ce qu'on appelle un casier de la mer qui fait un repas pour 2 à 3 personnes. On va pouvoir changer sa date si on n'est pas là, on va pouvoir arrêter son inscription quand on veut, donc c'est le plus flexible et le plus libre possible. Et puis après, on va choisir le contenu de son casier l'avant-veille pour aller le récupérer. Après, dans un commerce partenaire, il y en a 1500 partout en France, essentiellement des épiceries bio, direct producteurs, où le poisson en général manque. Vous dites pêche 100% française, ça semble du bon sens, sauf que c'est pas si évident que ça. Dans le poisson consommé en France, il y en a combien qui viennent de pêcheurs français ? À peine un tiers de ce qu'on mange en produits de la mer, donc si on inclut les coquillages, les crustacés, est produit en France. Et si on regarde le poisson, ça monte quasiment à 80% d'import. Alors ça peut venir d'Europe, mais ça peut venir aussi beaucoup plus loin. Le saumon vient de Norvège en majorité, et après ça peut venir d'encore plus loin. Comment vous garantissez la livraison de poissons frais ? Il doit y avoir un petit défi logistique quand même derrière ça. Il y a un défi logistique, mais c'est grâce aussi à cette inscription en avance. C'est-à-dire que nous, on connaît les volumes qu'on va pouvoir livrer. Donc contrairement à un poissonnier qui ouvre un étal et qui ne sait pas exactement ce qu'il va vendre, nous on sait ce qu'on va pouvoir écouler, donc on peut prendre aux pêcheurs uniquement ce dont on a besoin. Et ensuite, après, on fait tout au plus court. En disant voilà, la pêche du dimanche elle part le mardi, la pêche du lundi elle part le mercredi, etc. Pour le consommateur, ça fait un choix qui est peut-être pas aussi pléthorique que sur un étal, mais si on va avoir cette garantie de fraîcheur, de techniques de pêche vertueuses et de bonne rémunération de producteurs, on n'a pas trouvé de meilleure solution. Poiscaille a levé 8 millions d'euros, c'était au mois d'octobre dernier, il y a à peu près 6 mois. Avec quel objectif ? L'objectif, c'est d'aller atteindre 50 000 abonnés. Aujourd'hui, on a 20 000 abonnés actifs chez Poiscaille. 50 000, ça nous permettra de toucher 10% de la flotte française. Donc aujourd'hui, on a 250 pêcheurs partenaires qui bénéficient des bons prix de Poiscaille toute l'année. L'objectif, c'est de dépasser les 500 pour voir l'impact sur leur activité, voire sur l'état des stocks. On se dit que Poiscaille est peut-être un peu la solution à la surpêche. On aimerait bien le démontrer avec les scientifiques qui commencent à s'intéresser à nous. Oui, effectivement, c'est un sacré défi, notamment sur les techniques de pêche. Quand vous dites des techniques douces, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire toutes les techniques qui n'ont pas d'impact sur le fond. Donc on exclut chalut et drague. Vous voyez, chez Poiscaille, par exemple, il y a très peu de langoustine, qui est essentiellement pêchée au chalut en France. Mais par contre, on a de l'araignée de mer, du homard, du tourteau, qui sont pêchés au casier, qui est un engin qu'on pose au fond et qu'on relève après. Pareil sur la drague, nous on ne fait que de la coquille Saint-Jacques pêchée en plongée. Donc les pêcheurs mettent des bouteilles et puis attrapent les coquilles une à une, au lieu de racler les fonds et d'arriver à emporter les coquilles, mais aussi tout le reste. Et après, les techniques douces, elles ont l'avantage aussi d'être sélectives, c'est-à-dire qu'on n'attrape que ceux qu'on a ciblés et on ne rejette pas de poissons morts à l'eau. En plus, Poiscaille a un comportement vertueux là-dessus, c'est de dire nous on prend toute la pêche des pêcheurs et on ne prend pas juste les bars, les sols et turbos et puis le reste tu le remets à l'eau. Et donc, ça permet d'éviter tous les rejets que peuvent générer les autres techniques de pêche. On en parlait avec les invités précédents, l'impact de l'inflation sur un modèle comme le vôtre, vous le ressentez ? Il y a peut-être un peu moins de consommateurs oui, on le ressent. Faire cette démarche. Nous, on a dû augmenter les prix chez Poiscaille en fin d'année, parce que sinon, ça ne passait pas à terme. Donc, et on sent plutôt les commerces partenaires qui, eux, voient moins de consommateurs, essentiellement des commerces bio. On entend le bio qui patine un peu. Mais par contre, on sent qu'il y a quand même encore un déficit d'offres dans le poisson frais, hors des supermarchés. Donc le marché, il est encore là. Et les consommateurs qui ont envie de s'impliquer et de financer la transition avec leur consommation, je pense qu'il y en a encore un petit peu. Il y en a encore évidemment beaucoup. Merci beaucoup Charles Guiriec, et on souhaite évidemment bon vent à Poiscaille et à vos pêcheurs partenaires. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.